Avant d'aborder la Seconde Guerre mondiale, remarquons que Mussolini remodèle les frontières de l'Italie. D'abord, il annexe le port de Fiume par un coup d'État dans cette ville en 1922. Il conquiert l'Éthiopie en 1936, il envahit l'Albanie en 1939. Pourquoi fait-il ça? Bon, Fiume, c'est pour recommencer avec plus de succès l'entreprise de D'Annunzio, bien sûr, mais pourquoi l'Éthiopie? C'est un peu l'autre bout du monde. Alors notons que l'Italie possède déjà les côtes de l'Érythrée et de la Somalie depuis 1889. L'Éthiopie est une région qui permet de relier ces deux côtes. Mais surtout, il cherche à réparer l'honneur italien. Ce pays avait déjà fait l'objet d'une invasion en 1896, mais les Italiens avaient été repoussés par les armées éthiopiennes lors de la bataille d'Adwa, bataille archi connue en Éthiopie. Ce déshonneur ne pouvait pas rester impuni. Par la conquête de l'Éthiopie, Mussolini remporte une victoire ici extrêmement populaire auprès des Italiens. Mais on est d'accord que l'Éthiopie lui a rien fait? Non, il y a sûrement eu des heurts à la frontière avec la Somalie, mais il s'agit ici surtout d'une entreprise coloniale, motivée par la rivalité avec les autres empires coloniaux, la France et l'Angleterre. Alors malheureusement, je ne veux pas forcément m'attarder trop sur cette guerre, je pense que le mieux serait de faire un épisode sur Haïlé Sélassié pour bien comprendre cette histoire. Retenez simplement que les Italiens ont largement fait usage d'armes chimiques et qu'ils ont emporté une victoire en 7 mois, donc on peut dire que les Éthiopiens se sont vraiment défendus. Le vrai projet de Mussolini est en fait surtout son rêve d'empire méditerranéen, qu'il concrétise avec l'invasion de l'Albanie, en 1939. Et l'Albanie, pareil, c'est un pays qui lui a rien fait. Non plus. En fait, comme Hitler avait envahi l'Autriche l'année précédente, Mussolini est jaloux et cherche à montrer que lui aussi est capable d'envahir un pays voisin. Son choix se porte sur le royaume d'Albanie, qu'il envahit en avril 1939. Justement, je me demandais un peu ce que tu pensais de la lune de miel entre ces deux-là. Hitler et Mussolini, qu'est-ce qui les a rapprochés? C'est quoi la love story derrière? Ça m'intéresse. Alors allons-y, abordons ce fameux sujet. Comme dans toutes les belles histoires d'amour, au début ils ne s'aimaient pas. Mussolini n'aimait pas Hitler. Le Führer avait l'intention en 1934 d'annexer l'Autriche, ce qui aurait fait peser une menace allemande sur la frontière alpine. À cette époque, Mussolini est tellement en colère qu'il traite Hitler de dégénéré sexuel. Ce qui est complètement faux d'ailleurs. Hitler n'était pas un dégénéré sexuel. Il avait ses défauts, comme tout le monde, mais pas celui-là. Bien tu vois, il a fini par changer d'avis puisqu'ils vont progressivement se rapprocher. L'entremetteur qui réalisa ce rapprochement s'appelle Galeazzo Ciano, qui n'est autre que le gendre du Duce et son ministre des Affaires étrangères. Je t'invite à retenir sa tête, on va le recroiser. Alors, pourquoi cette alliance? D'abord pour des raisons stratégiques. Depuis la guerre d'Éthiopie, la France et l'Angleterre sont brouillées avec Mussolini. Mais c'est vrai ça, quelle idée d'envahir un pays comme ça sans défense? Oui, en tout cas c'est le prétexte officiel, Mussolini a attaqué un pays sans défense, c'est pas bien. C'est ce que dira la Société des Nations, qui va mettre en place des sanctions contre l'Italie. Maintenant ne soyons pas naïfs, France et Angleterre sont tous les deux à la tête d'empires coloniaux gigantesques qu'ils ont conquis de façon pas forcément plus gentille. Il s'agit donc bien d'une concurrence pour le partage de l'Afrique, comme toujours. Et c'est vrai qu'avec cette invasion et les sanctions qui ont suivi, Mussolini s'est trouvé naturellement poussé dans les bras de l'Allemagne. Et en 1936, Mussolini et Hitler envoient des contingents se battre aux côtés de Franco, en Espagne, et bien là encore, il se retrouve dans le même camp que lui. On peut dire que la première véritable lune de miel a lieu en Espagne. En 1937, Mussolini se rend à Berlin, il y est reçu avec tous les honneurs, et en 1938, c'est au tour d'Hitler de se rendre à Rome. Et oui, vous ne rêvez pas, ce que vous voyez sur l'image, c'est bien Mussolini et le petit roi Victor Emmanuel en train d'attendre impatiemment le train. Et attendez encore quelques secondes, attendez encore un peu et hop, ça y est, le trio de choc est au complet. C'est parti pour une journée shopping dans la ville éternelle. Alors si tu fais bien attention, là il manque quelqu'un. Quelqu'un non, je vois pas. Il y a bien un autre chef d'État qui réside à Rome. Ah oui, le pape. Et oui, ne cherche pas Pie XI sur la vidéo, il n'y est pas. Pie XI a fermé le Vatican et a quitté la ville. Tant l'idée que Hitler puisse fouler aux pieds la ville éternelle lui était insupportable. Mais attends, on est d'accord que Hitler s'est lancé dans une politique de purification raciale, avec extermination des juifs et compagnie, qu'il cherche la domination du monde en fait. Mussolini, ça lui pose pas problème de faire alliance avec un type comme ça. Bien sûr que non. D'abord, il n'y a pas de morale chez Mussolini. Les fascistes n'ont pas de discours moral, contrairement au pape. Ils ont parfois prétendu faire de la morale, mais ils mentent. La morale dont ils parlent est en fait complètement soumise aux critères
de l'État fasciste. L'État fasciste décide, pour ainsi dire, de ce qui est moral et de ce qui ne l'est pas. Mussolini sait bien que Hitler projette de purifier la race et de faire peser son totalitarisme sur le monde entier. Il sait tout ça, ou bien il le devine. Mais cela ne provoque pas chez lui d'émotions particulières, parce que Hitler a pour lui une qualité inestimable qui rachète tout ça. Il est de cette race d'hommes pour qui la force est le seul critère qui donne de la valeur aux choses, comme lui. Mais si l'Allemagne veut dominer le monde entier, l'Italie lui sera soumise comme les autres. Mussolini n'est qu'un instrument pour Hitler. Non mais là, tu t'en demandes trop à Mussolini. Ce que tu dis là, c'est issu de notre connaissance des totalitarismes modernes. Les totalitarismes sont porteurs d'une idéologie à vocation universelle, et donc à la domination du monde. C'est vrai. Mais bon, d'abord on sait ça parce que le totalitarisme, c'est un phénomène étudié par les historiens. À cette date-là, les intentions de Hitler sont agressives, mais son agressivité passe encore pour du pangermanisme. Il est agressif comme jadis Bismarck et Guillaume II étaient agressifs. Or, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le traiter en interlocuteur ordinaire. Faire une alliance avec Hitler permettrait, à tout le moins, pense-t-il, d'éviter que cette agressivité se retourne contre lui. Et puis voilà, c'est un fasciste. Ça fait 20 ans qu'il se gargarise d'un mépris sans fond pour les démocraties modernes bourgeoises et d'un dénigrement profond vis-à-vis de la morale judéo-chrétienne. Mussolini n'est pas nazi, d'accord, il n'est pas antisémite, mais Hitler est compatible avec le fascisme. Il lui propose de constituer un front viril, héroïque et antidémocratique contre les démocraties bourgeoises. Et de son point de vue, c'est plutôt bien comme projet. Ce pacte, on l'appelle le pacte d'acier, et il est signé officiellement le 22 mai 1939 à Berlin. Ça va introduire aussi en Italie l'influence des nazis. Mussolini les admire, et donc il commence à les imiter. D'où les lois antisémites de 1938. Les juifs italiens sont soumis à certaines formes de ségrégation dans le pays. Mais notons quand même que sur cette question du racisme, tout le monde n'est pas unanime. Il y a par exemple les juifs de Libye, qui sont protégés par le gouverneur de Libye, le fasciste Italo Balbo. L'alliance avec Hitler rencontre énormément de résistance, comme on pouvait s'y attendre. Alors il y a le pape, d'abord, et les catholiques en général, qui forment quand même une majorité du peuple italien. Il y a le roi et une bonne partie des monarchistes. Victor Emmanuel III est profondément germanophobe, et ce depuis le début de son règne d'ailleurs. À partir de l'invasion de l'Autriche, il voit dans Hitler un nouveau François-Joseph, qu'il avait combattu au temps de la Première Guerre mondiale, et qui pourrait bien venir envahir le pays depuis les Alpes. Mais il y a aussi des fascistes, ou des personnalités proches du fascisme, qui sont très hostiles aux nazis. La plus célèbre d'entre elles, c'est Gabriele D'Annunzio, l'inventeur du décorum fasciste, le héros de l'équipée de Fiume, est fortement anti-nazi et harcèle le Duce de lettres insultantes. Le Duce est tellement excédé qu'il finit par le faire empoisonner en mars 1938, et d'ailleurs en parfait hypocrite, lui accorde, non sans culot, les funérailles nationales. Il y a aussi de nombreux fascistes qui n'apprécient pas cette alliance. Italo Balbo, par exemple, le gouverneur de la Libye et ministre de l'Aviation, ne supporte pas de devoir lécher les bottes allemandes, mais il n'aura pas beaucoup l'occasion de le dire puisque son avion est touché par un tir ami en juin 1940 dans des circonstances assez mystérieuses en Libye. Accident, assassinat, pour être honnête, j'en sais trop rien, mais généralement on retient cet événement comme un accident. Il y a aussi un autre opposant à l'entrée en guerre aux côtés de Hitler, c'est Galeazzo Ciano. Attends, le gendre? Le type qui a créé le rapprochement italo-allemand est contre l'entrée en guerre? Oui, ça n'a aucun sens et pourtant c'est vrai. Ciano est le gendre et ministre des Affaires étrangères de Mussolini, il est à l'origine du pacte d'acier, et pourtant, à force de contact avec les Allemands, il est devenu le plus farouche opposant à l'entrée en guerre aux côtés de Hitler. Les larmes du pompier pyromane. Alors, c'est quoi le pacte d'acier? C'est une alliance que Ciano a dû conclure, pressé par Mussolini qui voulait absolument la voir aboutir le plus vite possible, et dans son impatience, il a bêtement laissé l'Allemagne en rédiger tous les termes. Donc les termes allemands du pacte d'acier impliquent entrer en guerre de l'Italie dès que l'Allemagne sera en état de belligérance. J'ai bien dit simplement en état de belligérance. Donc ça veut dire que l'Italie doit forcément entrer en guerre, que l'Allemagne soit l'agresseur ou l'agressé, ça ne changera rien. En pratique, ça veut dire que l'Italie entrera en guerre quand l'Allemagne le décidera. Effectivement, c'est complètement idiot, mais bon, c'est un peu tard, là, fallait y penser avant. En fait, il semblerait que les Allemands ont berné Ciano en lui assurant que de toute façon, il n'y aurait pas de guerre mondiale avant 1942, donc on est large.
L'Italie aura le temps de se préparer. No problemo amigo. Mais Ciano, dans ses atermoiements philosophiques mystérieux, nous fait un virage à 360 degrés et se dit que finalement c'est une très mauvaise idée. 180 degrés. 360 degrés, ça veut dire aller tout droit. Mais c'est pas grave, continue, t'étais bien lancé. Oui, d'accord. Donc t'es où? T'étais rendu à Ciano, qui venait de découvrir que Hitler n'était pas tellement digne de confiance. Quelle découverte! Heureusement qu'il était là. Ah oui, donc Ciano se met à être pris d'une détestation profonde et soudaine de Hitler. Il se rapproche du roi et des milieux anti-nazis en Italie. En tout cas, en septembre 1939, la nouvelle arrive, Hitler a envahi la Pologne et la Seconde Guerre mondiale vient de commencer. Et là, tous ensemble, Ciano, le roi, certains fascistes plutôt connus comme Dino Grandi, Italo Balbo, Giuseppe Bottai, tous ensemble font pression sur Mussolini pour qu'il n'intervienne pas. Et ils ont un argument de taille. L'Italie n'est pas prête pour la guerre. Elle n'a pas assez d'acier, ni assez de charbon, ni assez de matériel, ni assez d'entraînement. Les fusils qu'on met dans la main des soldats datent de 1891 quand même. La défense antiaérienne est dans un état pitoyable et les divisions ne sont presque pas motorisées. Dans tous les domaines, l'infanterie, l'aviation, les blindés, le ravitaillement, la logistique, elle n'est pas prête pour une guerre de grande ampleur. Manifestement, le simple bon sens encouragerait les Italiens à ne pas faire la guerre. Mais Mussolini veut la faire. Et sans doute que la fascination qu'exerce Hitler sur lui y est pour beaucoup. À chaque fois que le Führer se couvre d'une gloire passagère, il ne peut pas s'empêcher de l'imiter. Les victoires accumulées de la Wehrmacht en France le remplissent d'une jalousie immense. Hitler est alors dans une gloire telle que le Duce donnerait n'importe quoi pour que quelques rayons seulement rejaillissent sur lui. Pourtant, comme il sait qu'il n'a pas les moyens, il se résout à attendre, en espérant que ce moment viendra le plus vite possible. Alors qu'il jette des coups d'œil sur ce qui se passe en France, où l'armée française est en phase terminale en juin 40, il n'y tient plus, il trépigne, il piaffe, il veut avoir sa part du gâteau. Le 10 juin 1940, malgré l'ébahissement d'une bonne partie de son entourage, le pacte d'acier est activé, l'Italie entre en guerre. On reviendra sur les raisons profondes de ces décisions, mais ce qu'on peut dire à tout le moins, c'est que Mussolini désire se tailler un empire méditerranéen, qui, espère-t-il, sera à l'image de l'Empire romain. Mais d'abord, il va faire la guerre contre la France, même si on a un peu l'impression qu'il s'acharne sur un cadavre, puisque son entrée en guerre a été tellement tardive que les Allemands ont pratiquement vaincu la France à eux tout seuls. Néanmoins, le Duce peut obtenir la ville de Menton. Ah, donc le territoire s'agrandit. Oui, alors, bon, Menton c'est quand même pas grand chose, mais faut voir ça comme une petite croquette avant la chasse, tu vois. En fait, il faudra attendre 1942, donc l'invasion de la zone libre, pour imposer en France une vraie zone d'occupation, qui comprend tout l'est du Rhône, quand même, mais qui sera tenue 11 mois seulement par les Italiens. En fait, le front le plus important pour les Italiens, sans doute, ce sont les Balkans. Hommage aux Vénitiens de la 4ème croisade, sûrement. En tout cas, Mussolini veut dominer la partie occidentale des Balkans. Ils ont déjà l'Albanie depuis 1939, ils veulent maintenant arracher la Slovénie, la Dalmatie, le Monténégro, qui sont tous des territoires yougoslaves, mais aussi l'île de Corfou et l'Épire, qui sont des territoires grecs. Comme il sent que la Yougoslavie est quand même un sacré morceau, il commence par la Grèce, qu'il envahit le 28 octobre 1940. Malheureusement, les Grecs le poussent à la retraite et commencent une contre-offensive en Albanie. Donc Mussolini vient juste d'entrer en guerre, il enchaîne déjà les défaites. Et oui, les grands échecs commencent dès le début pour Mussolini, on l'avait prévenu. Tout ce qu'il peut faire, c'est attendre le secours des Allemands. Et le 6 avril 1941, effectivement, Hitler déferle sur les Balkans et met à genoux plus ou moins toute la région et décide de partager le gâteau avec son allié. Il lui laisse un bout de la Slovénie, la Dalmatie, le Monténégro, plus une partie de la Grèce et la Crète orientale. Il est sympa Hitler, il vient littéralement lui donner son empire sur un plateau. Et ouais, l'Italie se retrouve avec un empire immense dans les bras, un empire qu'elle n'a même pas conquis elle-même. Mussolini accepte, mais en buffant un peu, parce qu'il était venu pour la gloire et la conquête. Alors, il a eu la conquête, après pour la gloire on repassera. Donc ok, Mussolini ne brille pas en France. Il ne brille pas dans les Balkans. Peut-être que ça se passe mieux en Afrique. En Afrique, la situation est pire encore. Les Italiens, aidés par des troupes indigènes, les Askaris, tentent d'envahir la Somalie britannique.
qui est un peu enclavée dans les possessions africaines, mais les Anglais, alors même que la Somalie était le cadet de leurs soucis, parviennent quand même à lui mettre une raclée. En avril 41, il ne possède absolument plus rien dans la région, ni la Somalie, ni l'Érythrée, ni l'Éthiopie, qu'il n'aura tenu finalement que 5 ans. Et en Libye? En Libye a lieu ce qu'on appelle la guerre du désert. Mussolini, conformément au plan de Hitler, doit attaquer l'Égypte britannique et en confie la mission au général Rodolfo Graziani, un personnage qui a son importance. Sauf qu'il a, par orgueil, refusé les divisions cuirassées que Hitler lui proposait pour réaliser cette invasion. Décidément, c'est une crème celui-là. Bah oui, Hitler lui proposait gentiment des divisions que Mussolini a refusées. Très riche idée d'ailleurs, puisque les Italiens, faute de bon matériel, ne dépasseront pas une centaine de kilomètres après la frontière. Les Anglais les repoussent et lancent une contre-offensive, s'enfoncent en Libye et prennent Tobrouk, Benghazi et en fait la totalité de la Cyrénaïque. Oh là là, mais Mussolini il sert à rien en fait. Ça, c'est ce que pense l'état-major allemand. On nous avait dit que les Italiens étaient des branquignoles, on s'en doutait, maintenant on le constate. Peut-être qu'il serait temps de mettre fin à cette plaisanterie et s'occuper nous-mêmes des choses sérieuses. D'où l'Afrika Korps. Et c'est ainsi qu'apparut l'Afrika Korps, commandé par le général allemand Erwin Rommel. Rommel, bien qu'ayant redressé temporairement la situation, ne parvient quand même pas à avancer vers l'Égypte. Et là, il accuse les Italiens. A raison d'ailleurs. Comme la marine italienne n'arrive pas à prendre le contrôle de la Méditerranée, le ravitaillement en carburant se fait au compte-gouttes. Mais attends, je regarde la carte là, et vu la distance entre la Libye et le sud de l'Italie, ça m'a quand même pas l'air super compliqué de ravitailler l'armée d'Afrique, non? Ben non, parce que les Anglais aussi sont sur la mer. Et je vais te donner ici une information cruciale qu'on ne rappelle pas souvent quand il s'agit de la Seconde Guerre mondiale. Les Anglais contrôlent l'île de Malte. Malte? Le petit Roger? Il est important lui? Bien sûr que c'est important. Tous les bateaux réservoirs qu'envoient les puissances de l'Axe sont coulés par des sous-marins envoyés depuis Malte. Malte qui a reçu pendant la guerre plus de bombes que toute l'Angleterre métropolitaine. Malte qui est défendue héroïquement pendant toute la guerre par les avions anglais. Mussolini n'aura de cesse de revenir à la charge sur ce petit rocher, comme tu dis, mais qui n'est pas un petit rocher en fait, hein, c'est un archipel très peuplé. Mais Malte reste désespérément une épine mortelle dans son fameux empire méditerranéen. Après la bataille d'El Alamein, en 1942, les puissances de l'Axe sont repoussées vers l'ouest, la Libye est perdue et l'Afrika Korps est contraint de se rabattre vers la Tunisie. C'est donc la fin de l'empire italien en Afrique, prélude à la fin de l'Italie fasciste tout court. Bon, comment tout ça va finir? Le 11 juin 1943, la rumeur circule à Rome que les Américains viennent de débarquer en Sicile. Palerme est pris en juillet, Messine en août, l'étau se resserre. Et les Italiens n'ont même pas envie de se défendre, hein. Tout le monde est blasé, les fascistes sont considérés comme responsables de tout ça, qu'ils se défendent tout seuls. Mais même chez les fascistes, il n'y a pas unanimité. Bottai, Grandi, Ciano et d'autres proches de Mussolini sont en train d'intriguer avec les Américains pour trouver une solution. Conscient du malaise dans ses propres troupes, Mussolini décide de réunir le Grand Conseil fasciste et c'est Dino Grandi qui en profite pour faire voter une motion où il demande au roi de reprendre en main le commandement du pays de façon officielle. Je rappelle que le Grand Conseil fasciste est quand même la plus haute autorité dans le pays en principe. Le 24 juillet 1943, le roi convoque Mussolini dans sa villa et bien tout simplement lui serre la main et le remercie de ses services. Mussolini sort, il est alors emmené par des carabiniers qui l'emmènent en prison. Attends, il se défend pas? Le mec a établi une dictature sur le pays, et il y a juste une petite entrevue, et au revoir, il s'en va. Mais constitutionnellement parlant, Mussolini tient toujours sa place de la confiance du roi. Et puis je crois qu'il est dans une phase d'abattement, un peu comme du temps du retrait des députés sur l'Aventin, il arrive parfois qu'il ait des creux, un manque d'énergie. Bon bref, en tout cas le roi le remplace par Badoglio, un général qui n'est pas fasciste. Mussolini parti, Badoglio commence à épurer les préfectures en virant le personnel fasciste, et rapidement il se rend compte qu'il est dans un sacré pétrin. Parce que les Allemands ont appris que Mussolini a été éjecté, et viennent eux aussi d'entrer en Italie. Ah! Les Américains par le sud, les Allemands par le nord, l'Italie va devenir un champ de bataille. Oui, les Allemands occupent l'Italie du nord et du centre, et ils massent leurs troupes à Rome. Le risque est grand d'ailleurs qu'ils pillent Rome.
et qu'il se venge sauvagement par un carnage avant que les Américains n'arrivent. Badoglio, il est pris de court, il est obligé de les rassurer. Il leur fait croire que il est toujours leur allié, que la guerre continue. C'est une manœuvre en fait afin de gagner du temps. Le 3 septembre, l'armistice est signé avec les Américains, mais il est encore secret. Mais attends, dès qu'il va annoncer l'armistice, les Allemands vont se venger sur le pays. Oui, le roi et Badoglio ne révèlent pas l'armistice tout de suite. Ils cherchent à gagner du temps pour réunir une armée, pour s'enfuir de Rome. Ah oui, elle est belle la monarchie. Et oui, le roi quitte Rome dans la précipitation et rejoint Brindisi. Le pire, c'est qu'il ne laisse même pas son fils pour le remplacer. La famille royale a complètement vidé les lieux de façon indigne, en silence. Cet épisode de la fuite de Victor Emmanuel III explique largement la désaffection des Italiens pour le roi. Il ne faut pas s'étonner si 3 ans plus tard, la monarchie sera complètement mise à bas sans que personne ne la pleure. C'est clairement dû à cet épisode. Mais bref, comme le roi l'avait prévu, l'armistice est annoncé le 8. Les Américains débarquent à Salerne le 9 et les troupes allemandes rappliquent le 11 pour occuper la ville de Rome. Les Allemands ont occupé Rome? Oui, ils occupent la ville éternelle pendant assez longtemps en fait, du 11 septembre 1943 au 4 juin 1944. Les Allemands occupent Rome ainsi que toute l'Italie du Nord et du Centre. Et Benito pendant ce temps? Toujours en prison? Il va bien? Pas trop stressé, non? Alors Mussolini, il est interné dans une station de sport d'hiver dans les Abruzzes. C'est dans ces montagnes que, le lendemain de l'occupation de Rome par les Allemands, un commando dirigé par le capitaine Otto Skorzeny libère le brave Mussolini, prend un petit selfie d'ailleurs avec lui pour l'occasion, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on croise une star dans une station de ski, et on l'emmène à Salo, une petite ville au bord du lac de Garde, pour la création d'un nouvel État qui s'appelle, vous le voyez venir, la République de Salo, et qui va se montrer à la hauteur de son nom. Mussolini va pouvoir remettre les Italiens sur le droit chemin de la guerre et de l'alliance avec les Allemands. La République de Salo investit donc un nouveau général d'armée, Rodolfo Graziani, pour continuer la guerre. Graziani, le Graziani de la guerre du désert. Tout à fait, le même Graziani qui s'est couvert de honte en Libye 3 ans auparavant, comme quoi on ne change pas une équipe qui perd. Il s'agit maintenant de recruter une armée par la conscription en Italie du Nord. Je ne veux même pas imaginer le nombre de désertions qu'il y a dû avoir. D'ailleurs, le peu de gens qui sont motivés à se battre encore ont généralement déjà été recrutés par la milice et les brigades noires, donc à mon avis, l'armée de Graziani, ça doit pas être fameux. 3 tendus et 2 pelés dont Hitler se méfie tellement qu'il ne les laissera même pas se battre, bon. Mais il y a encore des fascistes. Oui, il y a encore des fascistes, et d'ailleurs, parmi eux, il y a Farinacci. Je sais pas si tu vois qui c'est, ce fasciste de la première heure dont j'avais parlé, ce représentant des squadristes, ceux qui sont restés fidèles au fascisme d'origine, le plus violent, celui qui brûlait les locaux des socialistes en 1922. C'est là que les fascistes les plus révolutionnaires sont de retour. Ils avaient été muselés par le Duce en 1926, mais maintenant ils forment les derniers, les plus fidèles. Mais il y a aussi beaucoup d'autres fascistes qui ont quitté le mouvement. Certains d'entre eux ont été traduits en tribunal par leurs anciens frères à Vérone, et c'est le cas de Galeazzo Ciano dont on a parlé. Ciano est condamné à mort par la République de Salo. Ainsi, le Duce fait-il fusiller son propre gendre. Alors vous vous dites sûrement que l'histoire du fascisme est déjà complètement finie, qu'il n'y a plus rien à en tirer. En fait, elle entre dans une phase terminale. Cette phase terminale, c'est celle du socialisme. La République de Salo, selon les volontés de Mussolini, se réclame d'un socialisme authentique. Mussolini nous fait du socialisme. C'est quand même une histoire compliquée. Il renoue avec le socialisme de sa jeunesse. C'est bizarre, mais c'est exactement ce qui se passe. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il passe l'année 1944 à vouloir étatiser l'économie, nationaliser les grandes industries qui sont encore sous son contrôle. Il espère peut-être retrouver une popularité auprès des ouvriers. En tout cas, c'est peine perdue. À partir de l'occupation de Rome par les Allemands, l'Italie entre définitivement en guerre civile. Alors d'un côté, il y a la République de Salo et les Brigades Noires, qui sont appuyées par l'Allemagne en la personne du Feldmaréchal Kesselring. D'ailleurs, les Allemands sont convaincus qu'on ne peut pas faire confiance à ces traîtres d'Italiens. C'est pourquoi ils commencent à déporter les Italiens vers l'Allemagne pour les faire travailler pour l'industrie de guerre. Comme les Français, la STO, c'est ça. Et par ailleurs, ils désarment les unités italiennes qui se trouvent encore dans la zone nord. Et les généraux italiens qui refusent de désarmer sont exécutés. Dans l'autre camp, il y a ce qu'on pourrait appeler le gouvernement de Salerne, capitale du débarquement américain et du nouveau gouvernement en exil.
Il y a bien sûr les comités antifascistes et bien sûr l'armée anglo-américaine. En 1944, la résistance antifasciste commence vraiment à s'organiser efficacement dans la zone nord. Et là-bas, l'assassinat d'un soldat allemand est puni au décuple par la politique de représailles. Tuer un soldat allemand provoque la mort de 10 civils en représailles environ. Donc tu comprends qu'à partir de fin 43, les personnes qui sont encore fascistes en Italie sont considérées par la population comme des traîtres. Il y a l'ancien chef squadriste Farinacci, il y a le ministre de la Culture, Pavolini. Farinacci et Pavolini sont des fascistes qui sont du genre à pousser leur sacrifice jusqu'à la mort, mitraillette au poing. Et si tu fais pas comme eux, c'est que tu es un couard ou un traître. Évidemment, ils sont en complet décalage avec la population. Parce qu'il faut bien l'avouer, les Italiens ne détestent pas les Anglais. Ils ne les détestaient même pas à l'époque de la guerre d'Éthiopie, à vrai dire. On n'est pas en France, il n'y a pas une anglophobie fondamentale dans le peuple. Mais il me semble que les Anglais et les Américains bombardent des villes italiennes, hein, enfin, je pense, comme en France. Donc, et il n'y a pas de haine des Anglais suite à ces bombardements. Dans l'ensemble, non. Les Anglais pilonnent les villes, c'est vrai, mais justement, ça accroît l'incompréhension des gens quand on sait qu'une simple reddition suffirait à arrêter tout ça. Par contre, le peuple déteste complètement les Allemands, et ce depuis longtemps. Qui pille nos réserves de charbon? Qui massacre sans vergogne des innocents toute la sainte journée? Qui force d'honnêtes paysans à travailler en Allemagne? Pourquoi persister à soutenir ces hommes qui, de toute évidence, nous détestent et nous méprisent? Sur ce sujet, il n'y a pas de doute, Mussolini est ici confronté au peuple. Ce même peuple qui vénérait le Duce au début des années 30, maintenant ne se laisse plus faire du tout. Que répond Mussolini à tout ça? Eh bien, il accuse le peuple italien. Ciano rapporte de Mussolini cette parole. C'est la matière qu'il me manque. Même Michel-Ange avait besoin de marbre pour faire ses statues. Cette guerre n'est pas faite pour le peuple italien. Il n'a pas la maturité ni la consistance pour une épreuve aussi formidable et décisive. C'est une guerre pour les Allemands et pour les Japonais, pas pour nous. Il est redevenu le révolutionnaire de jadis. Le but d'une révolution, c'est quoi? C'est de changer l'homme, de bâtir un homme nouveau. D'ailleurs, c'est son expression favorite, l'homme nouveau. Et là, il vient de constater que les Italiens ne sont pas devenus ces hommes nouveaux. Et donc, il en déduit tout à fait logiquement que s'ils ne sont pas devenus ces hommes nouveaux, c'est que les Italiens sont des faibles, des médiocres. Et qu'au fond, tout ça, c'est de leur faute. S'ils avaient été à la hauteur, on aurait gagné la guerre et on aurait un empire méditerranéen. Cette guerre civile, bien sûr, elle est affreusement sanglante. Mussolini laisse les rênes aux plus radicaux de son propre camp, Farinacci et Pavolini, et leur vocabulaire devient très simple. Il y a les fascistes, et il y a les brigands, les rebelles et les couards. C'est pendant cette période que la souffrance du peuple italien atteint des sommets inimaginables. Non seulement partout pénurie, disette et marché noir règlent la vie quotidienne, mais l'Italie est déchirée par une suite d'événements dramatiques que je vous résume ici. Il y a d'abord l'internement des soldats. Au moment de l'armistice, l'armée italienne en débandade est tombée aux mains des Allemands. Ce sont quelques 800 000 soldats, dont une bonne moitié ont été capturés dans les Balkans, l'autre moitié en Italie et plus rarement en France. Que faire d'eux? Se demande l'Allemagne. Environ 180 000 choisissent de collaborer, estimant que l'honneur du soldat est de se battre jusqu'au bout. Les 620 000 restants forment les internati, les internés en français, envoyés dans des camps de travail en Allemagne et en Autriche pour travailler de force, dans des fermes, des champs ou des usines de guerre dans des conditions déplorables. C'est une aubaine pour l'Allemagne qui cherche de la force de travail. Il va de soi que beaucoup de ces soldats ont résisté. C'est ce qui explique le massacre de 160 soldats italiens, par exemple, sur l'île de Céphalonie, ou encore dans bien d'autres endroits. Si environ 40 000 d'entre eux sont morts dans leur captivité en Allemagne, 13 000 autres sont morts parce qu'ils étaient transportés dans des bateaux qui furent torpillés par la marine anglaise. Pourtant, ces hommes ont eu un sort enviable, comparé aux 20 000 déportés politiques, et aussi aux Juifs d'Italie, que l'Allemagne est parvenue à rafler. Pour eux, la direction sera les camps de concentration. On le sait, l'antisémitisme n'a pas bien pris en Italie. L'Italie ne les a que très modérément persécutés avant l'invasion allemande, et beaucoup de Juifs ont pu croire que le fait d'habiter en Italie les sauvait de la déportation. Mais sous l'occupation, l'étau se referme sur eux. Bien que l'Église catholique en ait caché environ 5000 dans divers monastères sur le sol italien occupé, dont 500 au Vatican même, territoire neutre, environ 8000 autres furent raflés et emmenés à Auschwitz. Dans le quotidien des civils italiens, ce qui apparaît visuellement flagrant, ce sont les exactions des brigades noires.
Il suffit qu'un partisan ait tiré sur un nazi et les brigades se lancent alors dans des chasses à l'homme frénétiques pour sacrifier 10 hommes et exposer leurs corps aux Italiens ébahis. À Rome, d'où le roi et Badoglio se sont enfuis, il n'y a que le pape qui est resté. Les Romains assistent alors complètement impuissants au massacre des Fosses Ardéatines, en mars 1944, où les nazis exécutent environ 335 civils innocents en représailles d'un attentat ayant eu lieu la veille. À tous ces malheurs s'ajoutent les pertes patrimoniales qui enlaidissent ce pays dont ils étaient si fiers, que ce soit du fait des nazis qui ont pillé outrageusement les œuvres d'art italiennes, ou de la maladresse anglo-saxonne qui, en février 1944, bombarde, sans aucune raison valable, l'abbaye du Mont Cassin. Une autre cause de désastre, c'est bien sûr la présence de troupes étrangères sur le sol italien. Au sud, les bottes des soldats anglais, américains, français et polonais passent et repassent sur cette terre où ils se comportent parfois en territoire conquis. Le corps expéditionnaire français, et notamment les Goumiers, se rendent coupables en avril 1944 de nombreux homicides, viols et pillages dans la région de Ciociara. Les bombardements anglo-américains des villes du Nord aggravent encore la désolation générale. La résistance des Allemands et la lenteur de l'avancée des Américains vers le Nord rend l'année 1944 tout à fait interminable. Elle est marquée par 2 batailles d'importance considérable, la bataille du Mont Cassin, où le corps expéditionnaire français, et notamment les troupes coloniales, ainsi que le 2e corps polonais, parviennent à percer héroïquement la ligne Gustave en mai 1944. En septembre, il y aura la bataille de Rimini, tout aussi démentielle. Mais ces victoires alliées se font au prix de terribles pertes. Plus au nord, les partisans antifascistes, généralement communistes, s'organisent. Les désertions devant la conscription Gradiani permettent à leurs troupes d'atteindre un effectif de 200 000 hommes en février 1944. Une bonne partie du Piémont et de nombreuses villes sont dominées alors par des gouvernements partisans qui mènent eux aussi contre les fascistes une lutte acharnée. Toutes les semaines, des Italiens égorgent sans merci d'autres Italiens sur une période qui fut supérieure à une année. Enfin, pour conclure par un exemple particulier, ce désastre général, précisons que la famille royale elle-même n'a pas été épargnée. En effet, la fille de Victor Emmanuel III, la princesse Mathilde, est enlevée par les Allemands en septembre 1943 et meurt dans le camp de concentration de Buchenwald en août 1944. Ainsi le roi, qui par peur n'avait pas su empêcher l'alliance de l'Italie avec l'Allemagne, devra payer sa faiblesse par la vie de sa propre fille. C'est vraiment à ce moment-là que le fascisme révèle sa capacité à se déchaîner contre son propre peuple. D'autant plus que son temps est compté. Les Américains finissent par repousser les lignes ennemies, on le sait, lors de 2 grandes offensives, au printemps 1944, où ils reprennent Rome, et au printemps 1945. Les Allemands finissent par se rendre définitivement le 2 mai 1945. Dans la foulée, Mussolini est arrêté à Dongo par des partisans antifascistes le 25 avril 1945, avec sa maîtresse et ses derniers fidèles, comme Pavolini, alors qu'il essaye de fuir vers la Suisse. 3 jours plus tard, un partisan là-bas, lui, sa maîtresse et Pavolini. Commence alors une autre histoire, l'histoire de Mussolini toujours, mais post-mortem. Son corps, ainsi que celui de sa maîtresse, Clara Petacci, et du ministre Pavolini, sont exposés place Loreto à Milan. Là, ils sont laissés à la vindicte populaire, qui se fera une joie de les lyncher et de les défigurer. Puis il est mis sous une tombe anonyme dans un cimetière milanais. En avril 1946, son corps est enlevé par des néofascistes et en août, on finit par le retrouver dans une malle à l'intérieur de la basilique de la Chartreuse de Pavie. Pour éviter qu'un culte ne soit rendu aux défunts, son corps est d'abord confié à un couvent de capucins. Il faut attendre 1957 pour que la dépouille de Mussolini soit rendue à son village natal, où elle se trouve encore aujourd'hui. Le fascisme s'effondre, 1 an plus tard, la monarchie s'effondre à son tour, et commence alors une république dominée par les démocrates chrétiens, mais ceci est une autre histoire. Voilà, donc si vous avez bien suivi cette vidéo, normalement vous avez la trame. Vous savez à peu près positionner les différents événements dans la chronologie. Maintenant, je pourrais m'arrêter là et voilà, vous dire, vous savez tout de Mussolini. La vérité, c'est que maintenant, cette histoire, il va falloir lui donner du sens. Il va falloir poser une analyse et peut-être tirer un enseignement de tout ça. C'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Mais si vous avez aimé celle-là, bien sûr, vous pouvez d'ores et déjà mettre j'aime et laisser un commentaire. Bien sûr, si vous voulez soutenir la chaîne parce que vous pensez qu'elle a de l'avenir, allez sur Tipeee et déposez un pourboire si le cœur vous en dit. Ce sera avec plaisir que je recevrai votre don. D'ici là, à très bientôt sur ma chaîne.